HEC, ENA, très diplômé. Oui. Licencié en droit même. Licencié en droit. Alors, est-ce que vous avez réussi dans la vie? Oui, je pense que oui, parce que j'ai dit toujours la vérité. Je me suis jamais dégonflé devant les puissants de ce monde. Et l'ENA et qu'on finit avec 1150 € par mois, c'est qu'on a réussi sa vie ou pas? C'est qu'on a été en dissidence et qu'on s'intéresse pas à l'argent. Je me sens, je dis, gaulliste de gauche, parce que M. Sarkozy n'a jamais été gaulliste, et que de gauche, parce que M. Hollande est un peu tiède. Oui, De Gaulle disait, vous savez, être gaulliste, c'est difficile. Être de gauche, c'est encore plus difficile. Alors être gaulliste de gauche, bien, je choisis une voie difficile. Je serai à gauche de l'échiquier politique pour la justice sociale, mais en même temps, je suis dans une tradition scientifique française qui a été de gauche, et qui l'est moins aujourd'hui, qui était de défendre la science, la technologie, et qui disait, si on veut la justice sociale, si on veut que le travail ne soit plus une marchandise, il faut une politique de développement économique, scientifique, culturel. Je m'engage, et comme d'autres devraient s'engager, à continuer à nous battre sur le front. C'est-à-dire à porter le flambeau. Et c'est le flambeau de la résistance. Et aujourd'hui, cette résistance, c'est la résistance à ce monde de la finance qui détruit tout, qui emporte tout et qui fait du saccage social. Alors, Raymond Aubrac était opposé, tout en lui, s'opposait à une politique d'occupation de la France. Et cette politique aujourd'hui, c'est une politique d'occupation financière et culturelle. La France peut être un catalyseur dans le monde. Elle est petite, elle ne peut pas tout faire seule, il n'y a pas de repli national possible, il n'y a pas de chauvinisme possible. De Gaulle n'était pas chauvin d'ailleurs, pas du tout. Mais il faut que la France soit exemplaire. Et là, on a une chance dans l'histoire. Oui. Alors, on entend à peu près tout sur vous. On compare votre parti à une secte par moment, Solidarité et Ça, c'est Progrès. la chose la plus imbécile qu'on ait pu dire. On comparait la France libre à une secte au départ. Oui. Hein. Et quelque part, si on voyait le nombre de personnes, elle l'était. Et De Gaulle, on lui avait interrogé, pourquoi avez-vous si peu de gens autour de vous? Qu'est-ce que vous êtes? Comment pouvez-vous dire ce que vous dites? Et il avait répondu, vous savez, dans les périodes de tension, dans les périodes de tragédie, les possédants sont toujours possédés par ce qu'ils possèdent. Ouais. Et les possédants n'étaient pas dans son camp. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus des hommes de caractère. On a dans le système occidental ce qu'on appelait à la fin de l'Union soviétique des hommes de caoutchouc. Et c'est le seul candidat qui a saisi la gravité de l'époque. J'ai peur d'une situation où il y a une désintégration financière dans le monde. J'ai peur d'une situation où ce genre de désintégration amène la guerre. Et pour ça, il faut faire quelque chose et réagir. Il y a urgence. Le système financier et monétaire se désintègre dans le monde. L'Europe se décompose. Il y a urgence parce que dans ces situations, on va vers toujours un affrontement, un conflit et en fin de compte la guerre. Je vois une élection où les uns et les autres amènent des idées très souvent déjà connues, ils sont dans le rejet. Moi, je suis dans la vision et le projet. Et ce que je voudrais amener, c'est une sorte d'utopie positive. C'est-à-dire que nous donnions aux générations futures les moyens d'être. Il faut faire sauter le verrou financier qui pèse sur nos sociétés. Vous savez, ma campagne, ce sera un monde sans la City et sans Wall Street. Il y a une politique de la City, de Wall Street, d'intérêts financiers, d'une oligarchie financière qui est de détruire les États-nations. L'Orex, qui est le plus grand marché mondial des produits à terme, s'apprête à lancer un contrat sur la dette française à long terme. Il n'y a qu'un candidat qui en a parlé, c'est Jacques Cheminade. Écoutons-le. Quand l'Eurex, le principal marché des produits dérivés, crée pour le 16 avril un produit dérivé, c'est-à-dire un pari à terme, sur lequel on pourra spéculer contre la dette de l'État français, c'est quelque chose qui se prépare pour après le 7 mai, qui est une offensive des milieux de la City et des fonds hyper spéculatifs. Je pense qu'il faut constituer un front de résistance très vite contre ce monde de la finance. C'est là qu'est le point essentiel. Ce que je dis à François Hollande, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le monde de la finance à moitié, comme on ne peut pas faire un enfant à moitié. Il faut y aller pleinement. Dans quelles dépenses faut-il couper? Jacques Cheminade. On ne doit pas couper les dépenses en période de crise. Jamais. On ne paie pas les dettes si le paiement implique une purge sociale et économique comme celle qu'on nous prépare. On a vu les politiques du chancelier Brüning dans l'Allemagne de 30-32, on a vu les politiques de Laval en 35, on a vu où elles nous ont conduits. Donc il faut arrêter ça. Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, disait « La mystique de l'équilibre budgétaire nous a conduits au désastre ». Et c'est vrai. Alors il faut ajouter que parler de la dette sans parler du problème de l'émission de monnaie, dont personne n'a encore parlé, c'est comme vouloir changer de chaussettes sans se laver les pieds. Et aujourd'hui, l'État doit pouvoir émettre du crédit sans emprunter aux banques. On l'a dit et il faut le répéter. On est dans un rêve, parce qu'en France, nous sommes dans un système de monopolisation financière absolue. BNP Paribas, on l'a laissé constituer hors bilan 500 milliards de créances douteuses. Et je suis sympathique en les appelant douteuses. Et en même temps, 47%
47% des sociétés du CAC 40 ont des membres de BNP Paribas dans le conseil d'administration. Et les gens de BNP Paribas, c'est que qui ont susurré ou susurrent à l'oreille de la droite et de la gauche officielle. Voilà. On a livré aux banques notre dette. Nos premiers créanciers sont le Luxembourg, la City, le second, la Grande-Bretagne, ça veut dire la City, et les îles Caïmans. Donc, est-ce qu'on va laisser notre dette entre les mains de ces intérêts-là, et en plus ces intérêts qui se mettent à spéculer pour créer la situation où, pieds et poings liés, le nouveau gouvernement ne pourra pas faire une politique différente. Publié en janvier 2012 aux éditions L'Harmattan, le projet de Jacques Cheminade présente un ensemble de pistes avant-gardistes sur les principaux enjeux de société. Renouveau de l'éducation, droit à l'emploi qualifié, justice citoyenne, révolution fiscale, logement pour tous, lutte contre le sexisme, renaissance des PMI-PME, grande politique scientifique, etc. Mais Cheminade prévient clairement que ce grand chantier pour demain est impossible si on ne fait pas d'abord un monde sans la City ni Wall Street. C'est cette politique d'éradication de la finance prédatrice qu'il a mis au cœur de son projet et de sa campagne. On voit maintenant votre nom, votre affiche, ni la City ni Wall Street. Mais moi je dis que c'est le monde rêvé aussi par Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. Un monde sans finance. Alors, il y a deux choses. Ils en rêvent, moi je propose une politique de mobilisation précise. Il faut d'abord couper les banques en deux. Nous avons des banques universelles qui font des spéculations sur les marchés financiers et qui gèrent les dépôts et accordent du crédit. Il faut que celles qui ont spéculé sur les marchés financiers, ces fonctions-là, soient séparées de celles qui servent les ménages et qui servent les entreprises. Celles qui ont spéculé sur les marchés financiers sont toutes pratiquement en faillite virtuelle. BNP Paribas a 500 milliards hors bilan, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ils ne veulent pas le montrer. Et les autres banques sont à peu près en même état. Je demande à une commission d'enquête parlementaire, comme Pécora l'avait fait avec Roosevelt aux États-Unis en 1933, pour examiner ce qui s'est passé dans cette crise financière et monétaire, qui n'est loin d'être terminée. Cette commission d'enquête doit avoir des pouvoirs de juridiction, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des pouvoirs avec un procureur, et de réquisition des comptes des banques. Et on doit voir comment on sépare, on coupe en deux, ces soi-disant banques universelles françaises. Les dépôts et crédits, on la protège. La banque d'affaires, on ne la renfloue plus. Ils ont joué sur les marchés, ils ont parié, ils ont perdu, tant pis pour eux. Alors, ce qu'on propose, c'est de repenser la notion de crédit public. Avoir un véritable crédit public pour de grands travaux, de grands projets, à long terme et à faible taux d'intérêt. Ça suppose un certain nombre de choses. Que les États ne dépendent plus des banques pour emprunter. Donc, il faut annuler, abroger la loi du 4 août 1993, qui reprend celle du 3 janvier 1973, qui dit la Banque de France ne peut pas prendre d'effet d'État et elle ne peut pas non plus faire des avances au Trésor. Donc il faut de l'argent pour ça. Et cet argent, l'État doit les mettre. Et il faut aussi abroger la loi du 12 août 1998, qui dit les gouverneurs et les conseils de la Banque de France ne peuvent recevoir d'ordre de personne. Et ça donc va suffire on a un régime de banquiers. Ça va suffire pour redresser... Banquiers d'affaires. Ça va suffire pour redresser l'économie du pays? Oui, si, aussi, on abroge, et c'est là que le combat prend une échelle européenne, l'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit la même chose à l'échelle européenne. Vous restez dans l'euro? Dans un premier temps, je dis, si on prend ce défi avec l'euro, d'une Europe commune, d'une Europe de grands travaux, d'une Europe de l'avenir, oui. Si les autres pays disent non, parce qu'ils sont libéraux et pensent en termes de compétitivité et de, disons, d'intérêts nationaux, à ce moment-là, je fais la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire, je me retire et je dis, voilà la politique de la France. Maintenant, on garde un euro monnaie commune pour éventuellement grands travaux et un franc intérieur pour ce qu'on a à faire en France. Ce franc, vous le baptisez franc polytechnique. Pourquoi polytechnique? Parce que ça sera un franc qui doit être exclusivement attaché, comme on le voyait à l'origine de l'école polytechnique, et au sens où Jean Bertin, par exemple, avait un centre de recherche et d'essai polytechnique, eh bien, il faut l'attacher à la technologie, à la science, au développement, pour donner un sens qu'on est engagé pour l'industrie, la réindustrialisation de la France, la recherche, et également le développement de la consommation qui doit être correspondant à cette recherche. Mais je reviens à la City et Wall Street, c'est révolutionnaire votre programme, personne ne s'en est vraiment aperçu peut-être, mais quand même. Moi je pense que la City a crainte de moi, qu'elle le sait, et qu'une partie des diffamations et des choses qu'on a lancées contre moi, c'est à cause de cette crainte qu'il y a dans les milieux financiers internationaux, que le sujet soit mis dans un pays comme la France, qui est un pays profondément républicain, et où les gens seront prêts à se battre si on les incite à le faire.